bonjour et bienvenue dans les cahiers de vacances du Podcapsuleur. À travers 4 numéros hors série, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les matières premières de la bière. Ces matières premières, quelles sont-elles ? C'est écrit sur la plupart des étiquettes: eau, malt, houblon, levure. 4 ingrédients que l'on retrouve dans toutes les bières et avec lesquels les brasseurs vont jongler et grâce au dosage de ces ingrédients, produire une palette de recettes infinies. Hors série numéro 15, l'Allemand, producteur mondial de levure de brasserie. Après le malt et le houblon, intéressons-nous dans cet épisode à la levure, le sel du brasseur. C'est cette levure qui va permettre la fermentation du mou, c'est-à-dire la transformation d'un jus de céréales sucrées en bière. Il existe des milliers de variétés de levure, connues ou non. Les brasseurs utilisent différentes variétés en fonction des recettes qu'ils souhaitent réaliser. Pour tout savoir sur la levure de brasserie, la sélection, la recherche sur les différentes souches, la production et l'utilisation, je suis allé à Blagnac, près de Toulouse, au siège France de l'Allemand. Dans quelques minutes, nous pousserons la porte du laboratoire de recherche et développement, mais avant cela, nous retrouvons notre guide, Florian Antoine, technico-commercial chez l'Allemand, qui nous explique comment on en est arrivé à domestiquer la levure. Donc c'est plus l'histoire de la découverte de la levure, je pense, plus que l'histoire de la levure en elle-même. C'est de savoir qu'est-ce qui transformait en fait un mou, c'est-à-dire plus un mélange un peu sucré, même parfois carrément sucré, de céréales en fait, un espèce de jus de céréales sucrées et houblonné aussi. Et qu'est-ce qui transforme ça en bière avec le goût qu'on connaît à la bière en fait. On sait qu'on fait de la bière depuis à peu près 13 000 ans, autour de la Méditerranée. Bon, ça ressemblait pas vraiment à la bière qu'on connaît maintenant, hein. C'était plus des espèces de bouillies de céréales sans houblon qui étaient fermentées, spontanément, du coup, avec l'action des micro-organismes présents dans l'environnement, qui a peu à peu évolué. Et qui n'était même pas mentionné cette levure qui n'était même pas mentionnée dans les anciens textes, puisqu'on ignorait complètement son existence. Si on prend l'exemple de la loi de pureté allemande, donc la Reinheitsgebot, c'est une loi de pureté en fait qui définit les ingrédients dans la bière. Et dans cette loi qui date d'à peu près 1500, il y a l'eau, le malt et le houblon. À l'époque, on avait déjà commencé à aromatiser et à mériser la bière avec le houblon. Eh bien, il n'y a que 3 ingrédients dans cette loi de pureté. On en oublie un qui est fondamental, qui est la levure. Sauf que on ignorait complètement son existence et que la bière était finalement ensemencée par leur méthode sans qu'ils ne se rendent vraiment compte, je dirais. Et en fait, il a fallu attendre Pasteur pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose de vivant là qui fermente la bière. Donc Pasteur, il n'a pas fait que des études sur les vaccins, il a fait aussi énormément d'études sur les fermentations, dans le vin, dans la bière, etc. Et on lui doit la découverte de ces levures qui transforment le mou en boisson alcoolisée. Et puis suite à ça, ça a été vraiment au 19e, 20e siècle une explosion de la microbiologie. On a réussi ensuite à domestiquer ces micro-organismes, c'est-à-dire à les sélectionner, avoir une culture pure en fait, en sélectionner qu'un seul de ces micro-organismes pour vraiment maîtriser la fermentation. À l'époque, bien avant ça, quand il y avait des fermentations de bière, de vin, c'était des fermentations qui étaient plus ou moins spontanées, d'accord, où il y avait un mélange en fait de micro-organismes et qui pouvaient varier aussi d'une année, d'une saison à l'autre, d'accord. Donc avec les travaux de Pasteur puis les travaux qui ont suivi, on a vraiment commencé à en fait maîtriser les fermentations en vraiment sélectionnant les souches, en fait, donc les variétés de levure qui étaient plus ou moins adaptées à telle et telle boisson. Ces levures, on les trouve partout, dans l'air, dans l'environnement, dans la nature. Il va falloir ensuite les identifier, les isoler, les travailler, les tester, avant de les produire à grande échelle, de les multiplier. Pour tout ça, à l'époque de Pasteur, on était bien loin du process qui peut être celui d'aujourd'hui. Comment ça s'est goupillé ? Parce que c'est bien qu'on comprenne qu'il y a un organisme vivant qui a une incidence sur un produit sucré,
sucré, mais de là à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec des tas de variétés, l'Allemand en collectionne 3000. D'où vient cette grande diversité et comment est-ce qu'on sélectionne la levure qui fera que? Déjà, il faut voir en fait la levure, en tout cas son espèce majoritaire, donc c'est qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae, comme une espèce extrêmement présente partout dans le monde et qui a énormément de variétés. Il faut un peu s'imaginer en fait, peut-être faire une analogie avec les chiens. Et il y a plein de races, d'accord, mais ça reste quand même la même espèce. Mais quand on voit un chihuahua et un terre-neuve, c'est la même espèce, mais c'est un animal de taille et de caractéristiques complètement différentes. Il faut voir un peu ça sur la levure. Donc la levure, elle est présente sur plein d'écosystèmes, plein de réservoirs biologiques, et elle a des caractéristiques de par sa géographie, de par son environnement, qui font que elle va fermenter des choses différentes, ou elle va avoir des productions métaboliques différentes. En fait, c'est toute l'histoire de la biologie, c'est toute l'histoire des mutations, des adaptations, etc., qui ont fait qu'il y a une diversité incroyable de ces levures dans l'environnement, et que notre travail maintenant, c'est d'aller chercher en fait cette diversité et d'aller la confronter à des tests qui vont nous faire dire on a trouvé cette levure dans tel environnement et elle fait des bières absolument merveilleuses, quoi. Pour nous éclairer sur tout ça, on va aller faire un petit tour au labo du siège allemand à Toulouse. Bonjour, Magali Deléris. Donc, je suis responsable recherche et développement au sein du laboratoire de Blagnac à Toulouse. Donc ici, nous travaillons sur la sélection et la production de micro-organismes, levures et bactéries pour les aliments, différents aliments fermentés, donc la boulangerie, la brasserie, l'œnologie, les fromages. Notre travail de sélection se fait en partenariat avec des instituts et des laboratoires de recherche universitaires. Nous allons isoler dans la nature, dans les fermentations spontanées, les micro-organismes responsables de l'enclenchement des fermentations. Et nous allons profiter de la diversité des micro-organismes au sein de la nature pour les isoler, les sélectionner. Une des premières étapes va consister à vérifier leur profil génétique pour s'assurer que ces souches sont différentes déjà de celles que nous avons en collection. Nous avons 3000 souches de levure dans notre collection actuellement et nous continuons à en isoler régulièrement. Nous allons ensuite regarder si ces souches peuvent être produites sous une forme stable, pour les levures sous une forme sèche active. Donc il y a tout un travail de mise au point du protocole de production de la souche au niveau du laboratoire avant de la transférer sur nos sites de production. Donc l'avantage de ces levures sous forme sèche active, c'est leur facilité d'utilisation, leur facilité de conservation également, puisqu'on peut les conserver plusieurs années avant de les utiliser. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver de nouvelles levures qui soient suffisamment résistantes pour être séchées avant d'être commercialisées et qui puissent résister aussi dans le temps et survivre à cette étape du séchage et de l'ensachage. C'est ça, tout à fait. On ne peut pas produire tous les micro-organismes sous cette forme-là. Donc on va sélectionner ceux qui ont des propriétés intéressantes et ceux qui sont capables d'être produits sous cette forme-là. Alors c'est pas parce qu'une levure passe ses premières étapes qu'elle est bonne à être commercialisée, qu'elle est bonne pour la brasserie ou pour ses autres applications, parce que elle va aussi générer, elle va avoir des conséquences sur le produit de base et va le transformer, mais en le modifiant aussi. Oui, tout à fait. Donc le métabolisme des levures est complexe. Les levures ne font pas juste que métaboliser les sucres pour les convertir en éthanol. Ça veut dire que c'est le métabolisme principal, mais il y a plein d'autres métabolismes secondaires qui vont conduire à la production de divers arômes. Et dans nos travaux de recherche et développement, c'est un de nos axes essentiel d'aller sélectionner des souches qui vont contribuer positivement au profil sensoriel de la bière, du vin, etc. Les levures sont capables de produire différents arômes comme des esters, des alcools supérieurs. Elles sont capables de libérer des thiols. Toutes ces caractéristiques-là, on va les
les regarder à l'échelle du laboratoire et ensuite les valider dans des essais terrain, pilotes ou à plus grande échelle. Oui, donc il peut y avoir des échecs. C'est quoi le taux d'échec ? C'est relativement long d'isoler une souche intéressante. On part d'un nombre de clones relativement important, de plusieurs centaines de souches dès le départ. Et au final, on va en garder une ou deux. Et tout ce travail-là nécessite au minimum 3 ans. C'est plutôt en général 5-6 ans. Donc si on parle du nombre de souches qu'on a écartées, il est relativement important. Magali, là on se trouve dans un frigo et c'est plutôt agréable parce qu'il fait chaud à côté. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ici, c'est notre salle de fermentation alcoolique. Donc on est équipé avec 25 réacteurs de 1 litre. On va suivre la fermentation alcoolique par suivi de la perte de poids qui est corrélée à la production de dioxyde de carbone au cours de la conversion du sucre en éthanol et dioxyde de carbone par les levures. Donc cet outil qui a été développé par l'INRA de Montpellier et qu'on a été autorisé à installer ici permet de caractériser nos souches de levure, par exemple par rapport à leurs besoins en azote, par rapport à leur production de SO2, par rapport à leur production d'arômes. Donc c'est un outil très important pour nous, pour étudier aussi donc les besoins nutritionnels des souches de levure. Les compatibilités entre levure et bactéries. Voilà, il y a un champ vaste d'utilisation de cet outil pour la caractérisation de nos micro-organismes, sachant que nous avons plus de 300 souches de levure produites actuellement, que ce soit pour les applications œnologie ou brasserie. Florian Antoine, une fois qu'on a passé cette épreuve de la mise en culture et de la production à grande échelle des différentes souches de levure, comment est-ce qu'on les met en œuvre ? Comment est-ce qu'on les teste ? On a compris que la levure avait une incidence d'abord sur le mou en produisant de l'alcool et du CO2, mais elle va aussi avoir un impact sur les qualités organoleptiques de la bière. La mise en œuvre, comment ça marche ? Tout d'abord, nous, ce qu'on va tester, parce qu'on vend des levures sèches, c'est de savoir si cette levure, elle se sèche, en fait, et qu'elle va survivre à cette étape de séchage. Une levure, par exemple, dans une bière, elle va être dans un milieu liquide, évidemment, elle va être gorgée d'eau, et nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une levure où il y a moins de 5% d'humidité. D'accord ? Donc vous imaginez, vous êtes aussi un humain gorgé d'eau, imaginez qu'on vous sèche énormément jusqu'à retirer quasiment toute l'eau de votre corps, et que on vous regonfle comme ça en un rien de temps, et que vous surviviez à cette épreuve complètement extrême. Donc c'est ce qu'on cherche à faire avec les levures, et toutes les levures ne supportent pas ce stress. Donc c'est la première étape en fait de sélection des levures. Ensuite, effectivement, on va tester si elle va consommer des sucres qui sont caractéristiques d'un mou de bière. En fait, dans un mou de bière, il y a des sucres qui sont plus complexes que dans un mou de vin. C'est des sucres qui s'appellent du maltose, du maltotriose. Donc malt, ça vient de là. Et donc on va chercher, des levures de brasserie doivent consommer ces sucres tout simplement. Donc une fois qu'on a cette condition, on va dire métabolique, eh bien on va tester si ça fait des bonnes bières, tout simplement. Donc on va ensemencer des mous de bière avec la levure sélectionnée. Et puis il va y avoir d'une part des appareils de mesure qui vont mesurer le dosage de certaines molécules cibles, de molécules aromatiques. Ça peut être des choses positives, des choses qui ont des caractéristiques un peu fruitées, comme des choses complètement négatives qui vont sentir par exemple l'œuf pourri. Des choses aussi extrêmes. Donc ça c'est mesuré par les machines, mais aussi par un panel en fait sensoriel, où on a des gens entraînés qui sont capables, en goûtant un peu à la manière des œnologues, des itologues, qui sont capables de donner des descripteurs en fait, précis à ce qu'ils boivent. Donc, par exemple, je vais boire une bière et je vais dire il y a un léger goût de banane, il y a un goût soufré qui revient, etc. Donc c'est l'alliance en fait de la machine et de l'humain qui vont nous dire ok, cette levure peut être intéressante pour les bières ou pas.
Et c'est le critère final, en fait, c'est le goût, tout simplement. La levure consomme donc les sucres contenus dans le malt libérés par l'étape de l'empâtage. L'impact de la levure sur le houblon, parce qu'on sait que la levure est responsable à 43% des composants aromatiques de la bière. On entend souvent dire que la levure, c'est le sel du brasseur, si le houblon est l'épice du brasseur. Quel est l'impact et finalement, est-ce que la levure et le houblon font bon ménage ? L'impact, il est énorme en fait. On estime que grossièrement 100 arômes présents dans la bière, il y en a à peu près une quarantaine qui est issue de la levure en fait, de l'action de la levure. Et puis également, donc il y a des interactions qui vont se faire entre les différents ingrédients de la bière, et il y en a un qui est très intéressant, c'est les interactions qui se passent entre la levure et le houblon. Donc il y a des molécules dans le houblon, certaines molécules ne sont pas aromatiques, et la levure va être capable de transformer certaines de ces molécules non aromatiques en molécules aromatiques. C'est comme si la levure rehaussait certains arômes du houblon. Et donc on commence à caractériser ce qu'on appelle les voies métaboliques, c'est-à-dire les cheminements de molécules pour arriver à quelque chose de bon dans la bière. Donc ça c'est caractérisé et ça dépend des souches. Et il est possible, comme ça, d'améliorer le rendu aromatique de ces bières, notamment sur les IPA, et d'avoir des choses encore plus fruitées et encore plus florales. Et on ne peut pas avoir l'effet inverse, justement, qui serait malheureux d'ailleurs. Il peut y avoir une certaine absorption, c'est vrai, par la levure de composés aromatiques du houblon. On peut également, et ça peut être également un problème, si par exemple vous avez des molécules aromatiques intéressantes qui sont dans votre mou en fermentation, et que la levure fonctionne trop vite, et bien du coup elle va produire énormément de CO2, elle va buller énormément, et tout ce CO2 va chasser une partie des arômes qui seraient intéressants. Donc il y a tout un équilibre à avoir entre vitesse de fermentation, dosage de son houblon, à quel moment je le mets, etc. Beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et qui rendent la chose un peu compliquée, c'est vrai. Et qui varie d'une levure à l'autre, forcément. Donc qui varie d'une levure à l'autre. Donc non seulement on a cette biotransformation qui est différente d'une levure à l'autre, mais il y a aussi un profil aromatique qui va changer d'une levure à l'autre. Par exemple, sur la quinzaine de levures qu'on a disponibles, elles ont tout un profil qui est différent. Donc il y en a qui vont être très neutres, donc vraiment laisser les autres ingrédients s'exprimer. Et il y en a qui vont être des levures qui vont être très expressives, qui vont dégager beaucoup d'ester, d'alcool supérieur. Donc tous ces mots, c'est des arômes en fait. Donc par exemple des arômes très bananes. Si vous goûtez une IPA, souvent ça va être le houblon qui va être mis en avant, d'accord ? Donc on va vouloir une levure parfois un peu plus neutre, ou alors une levure qui va venir supporter ces arômes de fruits tropicaux qu'on peut avoir dans les IPA. Si vous partez sur une bière blanche allemande, eh bien là on voudra une levure peut-être plus expressive, qui va apporter des caractéristiques un petit peu à l'allemande. Je pense à la banane, je pense au clou de girofle, qui sont en fait issus vraiment du travail de la levure. Et donc pour information, donc lorsque le brasseur ou la brasseuse va ensemencer sa bière, c'est-à-dire mettre la levure dans son mou, pour la dose, on est à peu près... Alors, si vous voyez par exemple, vos petits sachets de levure de boulangerie qui font à peu près 10 grammes, okay, que vous achetez dans le commerce, vous allez mélanger 500 grammes de farine avec. Ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Eh bien, ce même sachet, alors ce ne sera pas exactement la même variété de levure, mais ce même petit sachet de 10 grammes, ça va nous servir à fermenter 20 litres de bière. Donc en général, en brasserie artisanale, on va par exemple utiliser un paquet de 500 grammes pour ensemencer 1000 litres de mou. Aujourd'hui, l'Allemand propose une quinzaine de variétés de levures destinées à la brasserie,
Mais il y a une préoccupation quotidienne qui est de trouver de nouvelles levures. L'an dernier a été lancée la levure Philly Sour, qui a 2 propriétés, l'une de fermenter le mou et l'autre de l'acidifier. La spécificité de cette levure, c'est qu'elle a été découverte, c'est un peu surprenant comme histoire, mais elle a été découverte dans un parc aux États-Unis, à Philadelphie, d'où son nom Philly Sour. Comment on fait ? Il y avait un employé de l'Allemand qui se promenait dans le parc et qui s'est dit tiens, je vais prélever ici. Non, alors à chaque fois, on va trouver des partenariats locaux qui vont travailler avec nous sur leurs dernières recherches. Donc, par exemple, pour la Philly Sour, on a travaillé avec l'Université des sciences de Philadelphie, qui fait justement des recherches sur les levures, et puis qui avait un pool de levures, c'est-à-dire plusieurs levures candidates, et qui se sont dit « Ah bah celle-là marche bien pour la bière, pourquoi pas l'utiliser ?» Et puis on était en contact avec eux, et du coup, on a pu les aider à produire cette levure, et puis à la tester en brasserie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler avec des acteurs un peu locaux, et d'aller chercher en fait des levures que nous, on n'aurait pas nous-mêmes. Il y a un autre exemple, il y a même 2 autres exemples. L'un, c'est en Norvège, donc travailler avec Lars Garskjold, où donc cette personne, elle répertorie la diversité des levures en Norvège. Il y a une diversité incroyable des levures de brasserie en Norvège. Et donc on en a sélectionné une pour avoir une levure norvégienne Kveik, qui a une propriété intéressante, c'est qu'elle fermente à une température de 40 degrés, alors que normalement, on est sur des températures de fermentation autour de 20 degrés. On peut aussi travailler avec des brasseries directement. Donc le dernier exemple en date, c'est avec la brasserie Verdant au Royaume-Uni, où ils avaient une souche maison, dérivée d'une souche liquide qu'ils avaient obtenue quelques temps auparavant, et puis qu'ils ont réutilisée. Et nous, notre travail, ça a été d'analyser cette souche. Et en fait, c'était plusieurs souches. Donc ensuite, il y a eu un travail d'isolation de la souche principale, et puis de vérifier si cette souche se séchait, quel goût ça avait, quelles étaient les performances de fermentation, etc. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas la proposer au plus grand nombre. La nouveauté 2021, c'est la levure Farmhouse, qui est destinée à faire des bières de saison et qui est issue de croisements entre différentes levures. Oui, c'est ça. En fait, la question qu'on s'est posée, c'est on peut continuer à chercher des levures dans l'environnement, comme on l'a fait, mais on a regardé aussi ce que faisaient tout simplement nos collègues houblonniers, par exemple. Les houblons, par exemple, ils doivent pousser à un certain endroit, donc par exemple, je ne sais pas, en Alsace, mais avoir des caractéristiques différentes, des arômes différents, donc par exemple avoir des arômes tropicaux, etc. Donc il est possible de croiser les houblons et puis d'obtenir des caractéristiques intermédiaires. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les levures. Ça reste un organisme, un être vivant qui peut se reproduire, et l'enfant issu de cette reproduction aura les caractéristiques de ses parents. Et l'idée, c'est de faire reproduire 2 levures différentes, mais dont les traits sont intéressants, pour obtenir une cellule fille dont on cherche des caractéristiques précises, en termes de goût, principalement, mais aussi en termes de métabolisme, c'est-à-dire comment la levure va se nourrir. Et donc l'idée de Farmhouse, en fait, c'est d'avoir une levure qui a des caractéristiques du style saison, c'est-à-dire ce côté assez épicé, sur le poivre, le clou de girofle, avec des petites pointes fruitées également, mais sans le côté asséchant des levures de saison, qui en fait peuvent créer des contaminations dans certaines brasseries, puisque leur pouvoir de consommation des sucres est beaucoup plus important que les levures classiques. Donc on veut en quelque sorte éliminer ce danger de contamination. Alors quand je dis contamination, c'est pas un danger pour la santé publique, c'est plus des bières qui moussent. Voilà, il est là le danger. Des bières qui moussent beaucoup trop. Mais voilà, on veut avoir une levure intermédiaire qui permet d'éliminer ce risque de surmoussage, tout en gardant des caractéristiques organoleptiques intéressantes pour le style saison.
Il y a quelque temps, la tendance sur le marché de la bière, c'était les bières houblonnées, les IPA. Aujourd'hui, de plus en plus, les bières acides sont mises en avant. La bière acide, c'est un procédé qui est différent. On va utiliser de la levure, mais on va aussi utiliser des bactéries. Oui, tout à fait. Alors d'abord, les bières acides, c'est quelque chose d'assez historique dans la brasserie européenne. Je pense au Goeze en Allemagne comme les Berliner Weisse. Je pense au Lambic en Belgique. L'idée, là, c'est avec tous les nouveaux styles de bière acide, de faciliter un peu aussi la vie des brasseurs et brasseuses, en utilisant par exemple des bactéries. Donc les bactéries, donc on appelle lactobacillus, donc des bactéries lactiques en fait, eh bien c'est la même classe, on va dire, de bactéries qu'on peut retrouver dans les yaourts. D'accord, ce qui va faire que le yaourt va avoir cette saveur acide. Okay, eh bien, on va utiliser des bactéries similaires pour acidifier un mou. Et ensuite, donc cette bactérie va produire différents acides. Et ensuite, on va venir rajouter une levure pour réaliser à proprement parler la fermentation. Donc c'est une des méthodes classiques employées en brasserie pour fabriquer des bières acides. On a aussi une levure, donc la fameuse Philly Sour, qui, elle, va faire les deux. D'accord ? Donc elle va faire à la fois de l'alcool, et puis des composés aromatiques, et à la fois de l'acide. Mais à chaque fois, on va avoir des caractéristiques organoleptiques, des goûts différents, en fait. Donc on ne peut pas forcément substituer une solution par une autre, puisque la bière, au final, va avoir un goût différent, quoi. Pour ce qui est de la levure, l'Allemand a un laboratoire spécialisé dans la levure de bière qui est au Canada, à Montréal. La partie production de cette levure de brasserie est en Autriche. Pour ce qui est des bactéries, en revanche, c'est du Made in France, puisque le laboratoire qui fait la recherche et le développement sur ces produits-là est situé dans le Cantal. Oui, tout à fait. Donc c'est dans le Cantal qu'on fabrique ces bactéries. Donc ça se présente sous une forme de poudre, en fait. Et c'est des bactéries qui sont lyophilisées. Et à la base, dans le Cantal, donc c'était destiné à l'alimentation humaine, tous les compléments alimentaires, en fait. Et puis, on connaît aussi les applications qu'il existe dans d'autres productions alimentaires. Je vous ai cité les yaourts. Et puis, on s'est rendu compte que ça marchait aussi, ça pouvait marcher super bien dans les bières acides. Donc, en fait, comment ça marche ? Donc, il y a plusieurs méthodes pour acidifier une bière. La méthode principale, c'est de mettre ces bactéries dans la cuve d'ébullition. Donc, on va faire redescendre un petit peu le mou, aux alentours de 40 degrés. On va verser nos bactéries. On va attendre 24 heures. Ça va acidifier le mou. Et ensuite, on va le remettre à bouillir, le houblonner, pour ensuite, déjà, tuer les bactéries, mais l'acide, il va rester dans le mou. Puis ensuite, on fait les étapes classiques de la fabrication de la bière. Suite à l'ébullition, on va faire le whirlpool pour sédimenter des grosses particules troublantes de la bière. Et également, ensuite à ça, un refroidissement pour porter le mou à une vingtaine de degrés, ce qui sera compatible avec l'activité de la levure. Sur la levure, on a vu qu'il y avait tout un tas de variétés différentes. La bactérie aussi, ou une seule bactérie suffit ? Pour l'instant, nous, on a 2 bactéries, principalement. Et donc, il y en a une qui va produire beaucoup plus d'acide lactique que l'autre. Et donc, comme ça, on arrive à avoir des bières plus ou moins acides, en fait. Dans la recherche que mène l'Allemand, il y a une double dimension, évidemment, produire des nouveautés, des nouvelles levures pour les brasseurs, mais aussi leur simplifier la vie. On le voit bien dans le cas de Farmhouse, c'est pour que cette fameuse levure qui n'a pas droit de citer dans certaines brasseries parce qu'elle est dangereuse et risque de contaminer l'installation et la brasserie, là on passe à travers les mailles du filet, quoi. Ouais, c'est ça, c'est rendre la vie facile aux brasseurs et brasseuses, et puis leur permettre de brasser des styles qu'ils n'auraient pas fait si ça apportait trop de contraintes à leur outil de travail, tout simplement. Donc l'idée, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, c'est en gros d'apporter des nouvelles solutions. Je pense par exemple à la levure Philly Sour, pour faire des bières acides. Certaines personnes sont réticentes à l'idée d'utiliser des bactéries dans la brasserie, pour X raisons. Là, on leur dit, au lieu d'utiliser des bactéries, utilisez juste cette levure, vous faites comme vous faites d'habitude, sauf que vous allez obtenir à la fin une bière acide sans trop vous embêter.
Aujourd'hui, le marché de la bière se tourne de plus en plus sur le sans-alcool. Là aussi, il y a des réflexions en cours? Il y a des réflexions. On sait qu'aussi, il y a pas forcément de levure magique pour faire des bières sans alcool. Il y a tout un travail à effectuer au niveau de votre procédé de fabrication. Il n'y a pas de levure magique où on ne l'a pas encore trouvée? Où on l'a pas encore trouvé. Après, c'est vrai qu'il y a des laboratoires ou des universités qui sont à la recherche de ça. On le voit dans les congrès de brasserie où tel institut universitaire a trouvé une souche qui potentiellement pourrait servir à la fabrication de bières sans alcool. Pour l'instant, moi, je suis plus sur la méthode de trouver une levure qui consomme le moins de sucre possible, mais qui permet quand même à la bière sans alcool d'avoir un goût de bière et donc d'avoir des caractéristiques organoleptiques intéressantes, puisque c'est ça à la fin qu'on veut. C'est un peu le risque avec les bières sans alcool, c'est qu'elles aient un goût de mou, en fait, ce fameux goût de céréales sucrées. On veut pas du tout ça, on veut quand même que c'est un goût de bière, et donc c'est un grand défi que de trouver le bon équilibre et la bonne levure pour faire une bière sans alcool qui a quand même un goût de bière. Depuis 2019, l'Allemand a choisi de réorienter sa communication à destination du grand public et des brasseurs amateurs en particulier. C'est Marie Coppé qui est en charge de ce segment, qui pour autant n'est pas vraiment nouveau. Alors le brassage amateur chez l'Allemand, en effet, on a toujours eu nos levures en différents formats, les paquets pour les professionnels, donc pour faire quelques centaines d'hectolitres, et puis également des petits sachets de 11 grammes pour faire 20 litres de bière qui sont pour les brasseurs amateurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faciliter l'accès de ces produits au marché, aux brasseurs amateurs. Je me trouve un peu comme dans un rôle de facilitatrice pour aider mes collègues dans leur travail vis-à-vis des magasins, des brasseurs amateurs, et puis en train de créer un outil pour que les magasins puissent avoir plus facilement accès à nos informations techniques, nos documents. Oui, parce que moi qui suis brasseur amateur, si je veux me procurer de la levure de l'Allemand, aujourd'hui, comment je fais? Aujourd'hui, il y a un outil justement qui existe depuis quelques mois qu'on a créé grâce à l'équipe du marketing digital chez nous, qui est une carte sur Internet. Tu vas sur le site et puis tu peux sélectionner ta région, ce que tu cherches comme produit de chez nous, et ça te donnera la liste des magasins qui ont nos produits. Et le portail justement qu'on est en train de créer pour ces magasins, ça va leur permettre de gérer l'information qu'ils ont pour chacun, pour que cet outil reste bien à jour. Ouais, donc d'avoir une communication plus fluide vis-à-vis des clients finaux. C'est tous les jours qu'on reçoit des emails, des appels des brasseurs amateurs, comme les brasseurs professionnels. Ça, de toute façon, nous, on est un fabricant de levure, et la levure, c'est pour toute personne qui veut faire de la bière, qu'on soit amateur ou professionnel. Donc, les questions peuvent être où je peux trouver vos produits, mais peuvent être aussi très techniques. Quelle levure utiliser pour quel style de bière, à quelle température je dois l'utiliser. Donc ça, c'est tous les jours que les commerciaux sur le terrain reçoivent des demandes des brasseurs amateurs. Les brasseurs amateurs, c'est aussi un bon vivier pour un fabricant de levure comme l'Allemand, parce que en étant à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies, ça permet de progresser. Et puis, on va pas se mentir, les brasseurs amateurs, c'est quand même des laborantins. Ils osent tout, ils testent tout, ils sont très dans l'expérimentation, peut-être plus que les brasseurs professionnels finalement. Sans doute comme le brasseur professionnel, c'est quelqu'un qui est souvent très curieux. Il aime bien inventer, il ose, il a la possibilité peut-être plus facilement par exemple d'essayer plusieurs houblons, plusieurs levures sur un même brassin, de voir ce que ça fait. Et puis le brasseur amateur, il aime bien la bière, il aime bien la partager avec d'autres, donc c'est vrai que s'il fait ça, c'est aussi pour partager avec les autres et avoir le retour des copains. Après d'ailleurs, certains brasseurs amateurs, si tous ses amis lui disent que sa bière est excellente, peut-être qu'il va se dire tiens, peut-être que je pourrais en faire mon métier, ou en tout cas voilà. Mais après il y en a plein qui vont juste continuer à faire leur bière pour eux, pour les copains, la partager, envoyer à des compétitions. Ça donne aussi un bon retour sur un avis peut-être plus objectif que les copains sur comment est la bière. Donc la levure, en tout cas, c'est quelque chose qui, pour eux, surtout depuis quelques années, puisque peut-être il y a 20 ans, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui des levures. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même, tout le monde a réalisé le gros impact de la levure sur non seulement le process, la qualité de la fermentation, mais aussi sur les arômes développés. Donc aujourd'hui, le brasseur amateur, il est à l'affût des nouvelles levures pour voir ce que ça peut faire sur son brassin.
Au-delà de l'aspect purement marketing de l'allemand, il y a aussi tout un aspect relationnel que la marque entretient avec ses clients et avec les brasseurs amateurs en particulier. Ça peut être par l'intermédiaire de salons, par l'intermédiaire de rencontres, par l'intermédiaire d'échanges. Quelles sont les préoccupations des brasseurs amateurs? Sur quoi ils t'interrogent? Il a plusieurs envies, je pense, quand il fait sa bière, et soit il veut suivre une recette qui existe déjà, puis dans ces cas-là, il en trouve, il y a plein d'outils maintenant pour ça, il y a même des brasseurs professionnels, ça c'est super, qui vont mettre leurs recettes à une échelle pour les brasseurs amateurs. Donc par exemple, tu bois une bière que tu as trouvée excellente et puis tu as envie de la refaire, donc voilà, donc là tu suis la recette, plus ou moins selon les ingrédients que tu peux trouver. Ou alors il veut inventer, alors dans ce cas c'est vrai qu'il a accès maintenant grâce à tous les webinaires, on essaye nous donc d'avoir des produits de qualité, mais aussi d'apporter toutes les informations utiles, un peu comme si on était un guide que tu veux suivre ou pas. Tu vas dire, tiens, cette levure-là, par exemple, elle fermente entre 18 et 22 degrés. Tiens, moi, je vais essayer peut-être de la faire à 23, 24. Alors, sans doute, peut-être parfois, ils vont nous contacter aussi pour nous demander est-ce que je peux faire ça mais d'autres vont juste essayer, voir ce que ça donne. Et puis, alors, ce qui est bien, c'est quand on les voit et quand on peut goûter et partager avec eux, comparer, dire tiens, celle-là, elle était faite avec cette levure. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner à chaque brasseur amateur, ça serait de faire un brassin et puis de séparer en plusieurs fermenteurs et de mettre une levure différente dans chaque pour voir ce que ça donne à la fin au niveau aromatique, au niveau atténuation aussi, c'est-à-dire est-ce que la levure a mangé tous les sucres dans ce moule-là, etc., etc. Quand on se rencontre avec les brasseurs amateurs, il y a toujours plein de questions sur la façon d'utiliser chacune des levures, parce qu'elles sont toutes différentes finalement. Si tu regardes un paquet, tu regardes l'intérieur, ça se ressemble à ces petits trucs-là. Mais chacune est différente et va réagir complètement différemment selon les sucres et selon les houblons que tu vas mettre dans ta bière. C'est pour ça qu'on essaie d'apporter non seulement la levure, mais aussi toutes les informations qui vont avec. Merci à Marie Coppet, Magali Deléris et Florian Antoine pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode produit en partenariat avec l'Allemand que je remercie pour son soutien. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Tumult, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi laisser une appréciation et 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans 15 jours, dernier épisode des cahiers de vacances du Podcapsuleur. Nous irons dans un autre laboratoire, celui de Brewing Theory à Marcq-en-Barœul dans la métropole lilloise, pour nous intéresser à l'eau que le brasseur utilise pour confectionner sa bière et qui renferme cette eau de multiples caractéristiques que nous découvrirons dans le prochain épisode. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.